Olá, boa tarde a todos, bem-vindos, obrigado pela presença. A gente está recebendo o Philippe Laubojoie, a Joana vai nos ajudar aqui na tradução. O Philippe é um correspondente de guerra muito experiente. Ele cobriu algumas das principais, ou se não, as principais guerras nos últimos 25 anos. Ele começou na cobertura de guerra com 20 e poucos anos, bem jovem, e escreveu agora esse livro, que é lindo, lindo. Juro que eu não costumo recomendar muito o livro, não, quando eu apresento palestra, quando eu falo de palestra, mas esse livro aqui, que é uma beleza de livro, porque ele se juntou a essa menina, que é a Miriam, que era uma moradora de Alepo, na Síria, quando ele foi cobrir a guerra de Alepo, e ele se juntou a ela, uniu a experiência dele de jornalista para trabalhar um diário que ela vinha escrevendo com o apoio da mãe, com o apoio do pai, durante os bombardeios em Alepo, desde que ela tinha 6 anos de idade até completar 13 anos de idade. Então, você vê, nos capítulos curtos desse livro, você vê, na passagem da infância para a adolescência dessa menina, uma cidade se transformando e sendo destruída, e você vê essa menina passando da infância, né, para a adolescência e vendo um mundo ruindo, né? Então, o que ela sente, né, enquanto ela vê, e é tudo muito descritivo, ela vê tudo ruindo em torno dela, o que ela sente, o que ela aprende. Então, eu acho que é um livro que realmente ele emociona muito, ele faz a gente pensar na nossa vida, ele faz a gente pensar no mundo que os adultos estão construindo também. Então, é um belíssimo livro, e eu queria muito chamar o Philippe e a Joana para virem aqui, e o Philippe queria já abrir, né, a palestra dele com perguntas de vocês, sabe? Então, o que vocês querem saber dessa jornada dele, dessa parceria dele com uma menina, né, tão jovem, né, nessa Síria devastada. Enfim, chamo o Philippe, por favor, Joana, podem assumir aqui a posição. Então, vocês podem iniciar com perguntas, lembrando que assim o foco são os refugiados, né, e a guerra. Comment vous avez connu cette jeune fille? Bonjour d'abord à tout le monde. Je suis ravi d'être ici. Alors pour reprendre depuis le début, comment j'ai rencontré Myriam, en fait, comme vous le savez, voilà, il y a une guerre en Syrie qui dure depuis 8 ans maintenant presque. Et il y a une ville qui était assiégée qui s'appelait Alep. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de journalistes en fait, sur place. Então, bom dia a todos. Então ele conta que foi 8 anos, né, de guerra na Síria, e especificamente sobre Alepo, que foi sitiado. Et en fait, donc, pendant ce siège, alors, je vais vous recadrer un peu les éléments. En 2011, il y a eu les printemps arabes, et donc il y a tout le Moyen-Orient s'est enflammé, et il y a eu beaucoup de manifestations pour la démocratie dans un certain nombre de pays. Donc c'était la Tunisie, il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie, il y a eu la Jordanie. Enfin, tous les pays ont été touchés et ont réagi de manière différente, on va dire. Et dans le cas de la Syrie a réprimé. La Syrie, il y avait un dictateur qui s'appelait Bachar el-Assad, qui est toujours là. Et il a réprimé assez durement les premiers 6 mois de manifestations. Et en fait, cette répression a entraîné une guerre qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Ok. Então, tudo iniciou em 2011, com o período de primavera árabe. Então, o Oriente Médio estava inflamado, né, como a Tunísia, a Jordânia, e cada país reagiu de alguma forma
Porém, a Síria reagiu mais duramente, reprimindo as manifestações qui ocorreram nessa primavera árabe. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est que depuis les années 20-30, le Moyen-Orient, dont une partie a été occupée par les puissances coloniales, se sont décolonisés et ont découvert, on va dire, un autre mode de vie. Et c'était des pays plutôt qui étaient en contact avec la modernité. Donc ça, c'est les années 60, 70, 80. Mais dans tous ces pays, donc de l'Algérie en passe jusqu'à l'Iran, il y a une communauté qui s'est créée dans les années 20-30 qui s'appelle les Frères musulmans. Et les Frères musulmans, c'est une confrérie extrêmement importante dans toute cette région qui veut revenir au temps du prophète. Donc ça veut dire ce serait faire un retour en arrière en 600 après Jésus-Christ. Então é importante lembrar que na década de 60, muitos países do Oriente Médio foi descolonizado. Então descobriram um novo estilo de vida. E como a Algéria, o Irã. E nesse período foi formado um grupo que são os irmãos, os irmãos muçulmanos. E esse grupo queria ressaltar, né, relembrar os tempos de quels sont les temps? Tá. Tá. Então, são islâmicos qui querem voltar à fonte du Coran. Voilà. Et en fait, si vous voulez, lorsqu'il y a eu les révolutions... Alors, ce sont des gens qui ont été réprimés ces dernières années. Et en fait, lorsqu'en 2011, il y a les révolutions, les printemps arabes, très vite, on s'aperçoit que derrière les manifestations démocratiques, il y a les frères musulmans qui sont là et qui attendent. Et lorsqu'il va y avoir des élections, dans la plupart des pays, les frères musulmans vont gagner. Então, durante essas manifestações, né, da Primavera Árabe, foi notado que tinha esse envolvimento dos grupos, né, grupos dos irmãos muçulmanos. E eles, né, estavam bem presentes na hora das votações, né, das eleições. E é isso. Et en Syrie, donc, c'est eux qui vont être derrière très rapidement et qui vont transformer les 6 premiers mois de manifestations démocratiques. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient en effet plus de liberté parce que la Syrie était une dictature, mais à la fois il y avait aussi beaucoup de touristes qui venaient chaque année, enfin c'était un peu complexe. Et en fait très vite, ils vont faire basculer ce mouvement dans une guerre totale contre le dictateur Bachar el-Assad. Et c'est pour ça que les combats ont été extrêmement durs, parce que aussi très rapidement, vous avez le voisin de la Syrie, qui s'appelle la Turquie, qui très vite a vu son avantage pour essayer de mettre la main sur du territoire syrien. Então, lembrando que a Síria tinha ditador, né, o Bashar al-Assad, e ele reprimiu as manifestações da Primavera Árabe, e durante essas manifestações o grupo Irmãos Islâmicos aproveitaram para responder em guerra civil contra o ditador. E durante este conflito civil, a Turquia quis aproveitar para poder aproveitar e atacar, né, adquirir o território da Síria. Et voilà. Et donc très vite, si vous voulez, donc ça commence en 2011 et en 2013, en fait, le dictateur Bachar el-Assad a déjà perdu quasiment, on va dire, 35% de son territoire et il est en train de perdre la guerre. Et en fait, d'un seul coup, les Russes et les Iraniens vont rentrer dans la guerre et vont transformer entièrement cette guerre où il n'y avait que... Oui, c'était une guerre civile.
ils vont l'internationaliser et d'un seul coup, vous allez avoir les Syriens, les Turcs, les Iraniens, les Russes et les Français et les Américains dans le Nord. Donc d'un seul coup, c'est plus du tout le même conflit, ça devient un conflit extrêmement large, très élargi, et qui prend énormément d'importance actuellement dans toute la région. Certo. Então, o ditador, ele começa a perceber que está perdendo a guerra, ele já perdeu 35% do território, e é nesse momento que a Rússia e os iranianos entram em ajuda, né, ao ditador Bashar Assad, contra os grupos originados da manifestação da Primavera Árabe, né, os irmãos muçulmanos islâmicos, que estão apoiados pela França, pelos Estados Unidos e localizados no norte. Alors, pourquoi les Russes et les Iraniens rentrent en guerre? C'est parce que les Russes, eux, ils veulent récupérer 2 ports, qui sont des ports stratégiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dictateur Bachar el-Assad est d'origine chiite. Et donc, il est proche des Iraniens. Voilà, c'est assez simple. Donc, ça devient du religieux, du territorial. Et d'un seul coup, la guerre est complète sur toute la région. Então, os russos querem, né, o interesse dos russos é ter o domínio dos portos, 2 portos. E os iranianos, eles entram no conflito porque o ditador tem a mesma origem xiita do que os iranianos. Voilà, então, donc se torna conflito político e religioso. Voilà, donc tout ça pour dire, si vous voulez, que moi, quand j'arrive en Syrie l'année dernière, il y a une ville qui est la plus grosse ville de la Syrie, qui s'appelle Alep, et qui est assiégée en fait par les islamiques et qui détiennent déjà quasiment 70% de la ville. Et il y a un tout petit tiers de la ville qui résiste et dans lequel je me rends en décembre 2016. Então, ele vai justamente em Alepo, uma das maiores cidades, né, da Síria, que está 70% ocupada pelos grupos rebeldes, e enquanto, né, os 30%, ele vai justamente nos 30%, a parte ainda do governo. Voilà. Et quand j'arrive en fait dans la ville d'Alep, les Russes, 2 mois auparavant, plusieurs mois auparavant, ont commencé à bombarder la ville pour essayer de récupérer la ville pour le compte de Bachar el-Assad, leur allié. Et donc, ils vont détruire en fait 70% de la ville parce qu'il était impossible de la récupérer avec les soldats. C'est une ville avec des petites rues, des petits immeubles. C'est très compliqué militairement pour le reprendre. Et donc, ils vont décider d'écraser entièrement la ville. Então, no momento que a Rússia decide de fazer bombardeio desses 70% né, da área que está ocupada, porque não conseguiam, pelos militares, né, os soldados no terreno, porque as ruas são muito estreitas, então eles realmente destruíram 70% da cidade, que estava em volta dos 30%. Voilà. Et quand j'arrive, en fait, c'est quelques jours avant la reprise de la ville en entier par le gouvernement. Et il y a un chaos indescriptible dans la ville parce qu'il y a plein de réfugiés en fait, qui viennent de partout, qui essayent de retrouver leur maison, qui essayent de retrouver leur famille. Et donc pendant 1 mois, c'est extrêmement compliqué de savoir qui fait quoi, qui est qui. Imaginez, c'est une ville qui est extrêmement importante. Et donc au milieu des ruines, vous avez plein de familles qui essayent de retrouver d'autres gens. Enfin, bon. Et en fait, au bout d'1 mois, je rencontre un frère d'une congrégation qui s'appelle la congrégation des Maristes et qui s'appelle frère Georges et qui va me parler pour la première fois de la famille de Myriam. Então ele chega no período onde tem muitos refugiados, né, saindo dessas áreas, entrando na parte ainda protegida, e
é nesse momento que ele conhece o Frei Jorge, né, dos maristas, e que apresenta a família da refugiada, né, da família da Miriam. Voilà. Et en fait, je vais rencontrer donc la mère de Myriam, qui est c'est une famille qui est assez pauvre. Et alors, ce sont des chrétiens, et ce sont des chrétiens qui sont les descendants des Arméniens qui, lors du massacre des Arméniens en 1915 par les Turcs, avaient fui la Turquie pour se réfugier en Syrie. Donc, ça faisait à peu près un siècle qu'ils vivaient au même endroit. Et en fait, en 2013, ils vont être attaqués par les djihadistes, et le quartier va être pris par les djihadistes, et eux vont être obligés de quitter. Donc il y a à peu près 6000 personnes qui vont être obligées de quitter le quartier, qui sont des chrétiens, pour se réfugier dans la congrégation des maristes. Então, a família da Miriam é originária, são cristãos que são originários da Armênia e que em 1915 fugiram da Turquia, porque eram perseguidos, e já morava há quase 100 anos num bairro cristão, e esse bairro foi invadido e tiveram que se refugiar na congregação dos maristas. Voilà, et donc le fameux frère Georges va me présenter donc la famille de Myriam, et c'est au cours de conversations que je vais découvrir que en fait Myriam, qui a 13 ans, a noté plein de souvenirs dans une sorte de petit carnet, qu'elle a fait des dessins et qu'elle a raconté un peu ce qu'elle avait vécu les 2 dernières années. Et en fait, tout est écrit en arabe, et c'est frère Georges qui va traduire parce qu'il parle le français. Et en fait, je vais découvrir qu'il y a une sorte de petit journal écrit par une petite fille, et je vais l'encourager à ce qu'elle continue en fait ce qu'elle va faire chaque jour. Et donc pendant 3 mois, on va travailler de cette manière-là jusqu'à mon retour à Paris où le livre sera édité. Então, o Frei Jorge apresentou essa família e ele justamente ficou sabendo que essa menina começou a escrever um diário, um caderno onde tinha desenhos contando o seu cotidiano. Então, nos 3 meses seguintes, o Felipe incentivou ela a continuar escrevendo diariamente e conseguiu reunir esse trabalho. E era em árabe, então foi o Frei Jorge que fez a tradução. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Vocês têm perguntas sobre isso? Na verdade, é uma pergunta não exatamente, também tem a questão dos refugiados, né? Mas, por exemplo, que às vezes aqui no Brasil a gente lê ou escuta em documentários, né, que Bashar al-Assad e o pai dele, né, Hafez al-Assad, né, apesar de serem ditadores e tal, tinham assim um laivo, né, uma característica eram laicos. O próprio Bashar al-Assad é um oftalmologista, né, formado no Reino Unido e tal. Então, que as classes médias e os cristãos, né, os apoiariam, né? É real isso, essa impressão? Que Bashar al-Assad teria apoio dos cristãos e das classes médias lá, que, na verdade, o veriam como, na verdade, um ditador, mas um ditador pelo menos laico, que não teria características religiosas fundamentalistas e não seria uma ameaça, principalmente não seria uma ameaça tão grande quanto, por exemplo, certamente que não, quanto na verdade, os grupos fundamentalistas muçulmanos ali. En fait, ce qui s'est passé en Syrie, c'est un peu compliqué, c'est que Bachar el-Assad est un dictateur, c'est un vrai dictateur, qui est dictateur de père en fils, puisque son père, Hafez al-Assad, avait déjà pris le pouvoir dans les années 70. Mais Bachar el-Assad, il n'aurait jamais dû être là où il est actuellement. Bachar el-Assad, il a fait des études à Londres d'ophtalmologie pour les yeux. Il s'est marié sur place et jamais il aurait dû devenir ce qu'il est devenu actuellement. C'est son frère qui aurait dû prendre le pouvoir. Son frère est mort dans un accident de voiture. Et donc en 2001, Hafez al-Assad, qui est en train de mourir, donne le pouvoir à son fils. Et en fait, Bachar al-Assad, il n'est pas préparé du tout à être ce qu'il est. Lui, il a vécu à Londres, une vie occidentale, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, pendant 10 ans, il va rester donc en Syrie. Et pendant 10 ans, tout le monde va dire c'est fantastique, la Syrie,
elle est en train de se moderniser, de s'ouvrir grâce à Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est marié avec une femme très belle, une sunnite, qui fait du business. Enfin, c'est le couple absolument en vue. Et puis, il est entouré par tous les anciens généraux de son père, qui, eux, sont plutôt des généraux à l'ancienne. Et en fait, en 2011, quand ça va éclater, on ne sait pas très bien si c'est lui qui a pris les décisions de répression ou si c'est ses généraux. On le saura sans doute jamais. Tout ça pour dire que vous avez une population qui, d'un seul coup, va être pris en otage entre Bachar el-Assad et les islamistes, encore aujourd'hui. Et donc les chrétiens, si vous voulez, vont se retrouver, ils sont minoritaires, ils sont 1 million, un peu plus d'1,5 million, ils vont se retrouver eux-mêmes pris en otage, en se disant, si on va du côté des islamistes, on sait très bien ce que font les islamistes aux chrétiens, puisqu'ils l'ont fait à Mossoul et à Raqqa, et ils les ont massacrés. Soit on reste avec Bachar el-Assad, et c'est ce qui s'est passé actuellement. C'est pour ça qu'on a toujours dit, les chrétiens sont du côté de Bachar el-Assad. Então, o Bashar al-Assad, ele não era para ser ditador, né? Ele não era para ter o governo, era o irmão dele. Então, ele viveu na Inglaterra, né? Estudou, e o irmão faleceu, então ele teve que assumir, mas ele não foi preparado para governar. E dizem que ele era realmente muito aberto, trouxe, né, muita tecnologia, muita abertura ao país. Porém, ele tinha né, ele era envolto de generais antigos, né, que ainda tinha aquela mesmo maneira de governar. Então, não se sabe se a explosão, né, em 2011 foi por conta desse grupo de generais e se ele realmente teve essa decisão. Mas, independente disso, assim, a população ela foi sequestrada pelo governo e pelos rebeldes. Mas a diferença é que eles preferem escolher o ditador porque ele não persegue os cristãos. Então, os cristãos realmente estão do lado do ditador, do Assad, Bashar al-Assad. Porque os rebeldes são, né, eles massacram os cristãos. Voilà, il faut savoir que c'est un dictateur, mais c'est un dictateur laïque. Et en fait, les gens préfèrent rester avec Bachar el-Assad laïque que de subir la religion islamique des frères musulmans. Então, eles preferem ficar com Bashar al-Assad, o ditador, que é laico, em vez de ficar com, né, os rebeldes que são islâmicos, né, do grupo islâmico radical. É muito interessante pensar numa visão de uma criança, de uma menina que sai da infância para a adolescência dentro de um ambiente de guerra. Então, certamente, tem visões muito particulares em relação a essa transição da infância e da adolescência no meio brutal de guerra, né? E numa situação de refugiada. A pergunta é, quais são os aspectos, dentro do ponto de vista dessa menina, que são mais representativos da questão dos réfugiés et da questão da guerra en général? En fait, ce qui était très difficile pour moi, pour travailler avec elle, c'était que, comme elle a 13 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander. On ne peut pas lui demander de parler de politique, par exemple. Parce qu'à 13 ans, elle ne peut pas répondre. Donc, en fait, dans son journal, ce sont des choses extrêmement basiques. C'est des choses que ressentent les enfants quand ils ont 13-14 ans. Donc, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a des choses de ce type-là. Et puis, très vite, en fait, à un moment, il y a des choses aussi très matures qui sortent, des réflexions sur les bombardements, sur ses amis qui sont morts, et qui, même moi, j'étais un peu étonné, en fait, de sa maturité, mais à la fois, c'est normal, puisque à 13 ans, à la différence de plein d'autres enfants, elle est sortie de chez elle, et elle a été encore à l'école, elle a subi les bombardements, donc elle raconte tout ça, en fait, Et sa vision de la guerre, elle le dit à la fin, c'est qu'à un moment, on parle de pardon, parce que comme elle est chrétienne, le frère Georges lui dit « mais
peut-être qu'il faut pardonner. Et elle dit, moi, je leur pardonnerai jamais, en fait, ce qu'ils m'ont fait subir. Então, ele falou que assim, tinha uma dificuldade, porque não podia perguntar para uma criança, né, uma menina de 13 anos, sobre política, né, essa relação. Então, o diário realmente retrata o dia a dia e momentos, né, de medo, angústia, e, em alguns momentos, momento de maturidade. Ele percebeu isso. Então, como ela podia sair de casa, ela tinha essa rotina de ir para a escola e, de repente, tem um bombardeio. Então, é isso que ela retrata com reflexões sobre esses bombardeios e sobre os amigos, né, que faleceram. Então, são momentos assim de maturidade que ele não esperava encontrar. E, então, no final, o irmão Jorge, que é da congregação, sempre falava sobre a questão, né, o perdão, que, né, devia perdoar, e ela conclui que ela nunca vai perdoar. Tudo bem. Em relação à Primavera Árabe, eu queria saber o seguinte, em relação ao conflito, no aspecto político do tema. Os países que são panarabistas, né, que nem, por exemplo, a Síria, a Líbia, o Egito, esses governos caíram e eram países considerados até então com um dos melhores PIBs, seja na África, seja no Oriente Médio, com a Síria. Os países, na Primavera Árabe, os países que tinham uma política panarabista, eles foram os primeiros a cair. Como o Egito, a Líbia e a Síria. E eu queria saber a relação da influência externa de outros países, de outras potências, seja da União Europeia e dos Estados Unidos. Porque países que são considerados ditaduras também, países que são... Pode continuar? Desculpa, você pode só resumir? Sim. Para eu chegar no meu ponto. Desculpa ser prolixo. A questão é a seguinte. Você acredita que esses movimentos eles foram 100% espontâneos ou teve uma influência externa? E como que o povo vê o panarabismo, o Baath, o Partido Baath na région? En fait, le printemps arabe va commencer en Tunisie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays qui ont été touchés par le printemps arabe, comme vous le savez peut-être, il n'y a pas de pays démocratique au Moyen-Orient. Donc c'était soit des dictatures, soit des pétromonarchies, mais il n'y a pas de démocratie. Et donc quand la Tunisie va être touchée, à l'époque c'est Ben Ali qui est au pouvoir, et c'est une sorte de semi-dictature. Kadhafi c'est une dictature, Bachar al-Assad c'est une dictature, Moubarak en Égypte c'est aussi une semi-dictature. Et en fait, l'exemple de la Tunisie va enflammer tous les autres pays. Et c'est là où on peut se poser la question, c'est qu'en effet, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a deux pays qui alimentent à travers une chaîne de télé et qui s'appelle le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et en fait, le Qatar et l'Arabie Saoudite se font une sorte de guerre à travers la télévision et vont aider les frères musulmans à sortir, particulièrement l'Arabie Saoudite, qui vont en effet arriver au pouvoir à travers les élections en Tunisie, puisque les élections en Tunisie seront gagnées par les frères musulmans, et en Égypte, idem, ils gagneront les élections. Kadhafi sera tué et la Libye deviendra une sorte de chaos, mais les frères musulmans sont là-bas aussi. Et donc actuellement, vous avez une situation où vous avez les frères musulmans qui sont réprimés de nouveau, parce que en fait, la population n'a pas du tout envie de vivre sous un gouvernement géré par les frères musulmans. J'espère. Oui. Alors, tudo começou na Tunísia, com a Primavera Árabe,
sabendo que todos esses países, né, onde teve as primaveras árabes não são países democráticos. Então, ou eles são ditaduras ou monárquicos ditatoriais. E o que aconteceu na Tunísia serviu de exemplo para os outros países, o que inflamou mais ainda o movimento. E os grupos, né, dos irmãos muçulmanos aproveitaram isso e, no Catar e na Arábia Saudita, eles usaram a mídia para ainda mais inflamar esse acontecimento. E é nesse momento que eles conseguiram eleições e estarem no poder. Então, aconteceu no Egito, aconteceu na Líbia. Só que o país não quer essa repressão dos muçulmanos, né, dos irmãos muçulmanos islâmicos. Pour résumer, en fait, les révolutions arabes ont été spontanées pendant 6 mois, et en fait, elles ont été récupérées par les frères musulmans au bout de 6 mois. Então, no início, nos 6 meses, foi espontâneo, mas depois foi controlado pelo grupo dos irmãos muçulmanos. Boa tarde. Bom, eu sou estudante de letras e, recentemente, eu tenho estudado sobre letramento acadêmico para refugiados, em especial da Síria e da Palestina, que são os que ainda permanecem na UFTM, que é a universidade na qual eu estudo. E, apesar da barreira da língua, eles passam bastante dificuldade aqui no Brasil, e eles relataram vários fatos que se assemelham muito com o livro. Eles são refugiados da guerra, e a minha pergunta é: como que ele vê o acolhimento desses refugiados em outros países, em especial no Brasil, que ainda é bastante precário? Obrigada. Écoutez, le problème des réfugiés en Europe est en train de devenir un problème crucial pour tout le continent, parce que c'est un problème qui dure depuis 7 ans maintenant, et qu'il y a eu plusieurs millions en fait, de personnes qui sont parties, à la fois des côtes libyennes, de Syrie, d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée. Et il y a eu ce qu'on appelle un appel d'air. C'est-à-dire que les réfugiés entraînent les réfugiés. C'est-à-dire qu'ils viennent de plus en plus. L'Allemagne en a récupéré 1 million l'année dernière. Les Italiens en ont accueilli 800 000. Et en fait, ça devient maintenant un problème, là, depuis, on va dire, plusieurs semaines, où l'Europe, en fait, ne veut plus gérer les réfugiés. Donc avant, si vous voulez, en effet, ils étaient plutôt bien reçus. Et en fait, en l'espace de 7 ans, ça s'est totalement détérioré. Et en fait, il n'y a plus aucun pays qui veut. Parce que, comme je l'expliquais hier, c'est que plus vous acceptez des réfugiés, et plus vous faites monter l'extrême droite dans votre pays. Ce qui est le résultat actuellement en Europe. Então, é um problema na Europa, porque já tem 7 anos, né, que eles recebem refugiados. São milhões de refugiados, né, da Síria, do Afeganistão. E tem uma expressão que é a chamada terra. Eles vêm e chamam mais pessoas para vir. Então, a Itália, a Alemanha, eles recebem muitos refugiados. Só que agora, tem pouco tempo que já fecharam mesmo, né, não aceitam mais. Mas antes, eles eram bem recebidos. En fait, lorsqu'ils arrivent dans le pays, il y a des structures qui ont été mises en place ces 7 dernières années, où en effet, il y a des gens comme vous qui leur apprennent en fait la langue du pays. Et c'est des structures officielles. Donc pour l'instant, ça continue. Mais en fait, on se pose la question de savoir combien de temps ça va continuer, parce que l'afflux des réfugiés dans nos pays, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on fait monter de l'extrême droite dans tous les pays quasiment.
et à un niveau important. Então, eu não tinha comentado, mas o grande problema é que, com esse grande fluxo, né, essa grande população de refugiados, aumentou a extrema-direita em todos esses países. E, antes, eles eram recebidos, realmente tinha uma estrutura para recebê-los, eram ensinados línguas, então teve, né, um programa de inclusão. Mas eles fecharam as barreiras devido justamente a esse aumento da extrema-direita. Bonjour, je peux vous demander en français? Ah ouais, merci. Alors, c'est ça ma préoccupation aussi, parce que je suis professeure et malheureusement, je n'ai pas lu votre livre, mais je pense que c'est le premier que je vais acheter en sortant d'ici. Moi et mon ami, qui nous sommes très curieuses. Mais la question, c'est comment ça se passe l'éducation dans cette région, avec les réfugiés, les enfants, notamment les enfants. Et à cause de ces problèmes, on sait aussi qu'il n'est pas régulier. J'imagine que l'éducation n'est pas régulière. Et l'apprentissage, l'enseignement de langue aussi, comment ça se passe? Vous avez montré ça dans votre livre. Vous pouvez parler pour nous sur ce sujet? Je vais traduire. Ela quer saber sobre, né, como acontece a educação num local sitiado assim, e o cotidiano. E o ensino de língua. Ah, tá. A educação na França. Você quer saber sobre a educação na França dos refugiados. Ah, tá, ok. Ok. Então, é isso. C'est justement l'éducation des réfugiés en France et s'il y a ça décrit dans le livre. Non. Alors, non, parce qu'elle n'est pas réfugiée, en fait. Myriam n'est pas réfugiée. Elle était en Syrie. Et elle est restée en Syrie. Elle est à Alep toujours. Pour l'enseignement des réfugiés quand ils arrivent dans les pays, en fait, il y a des structures d'accueil avec des professeurs qui parlent. Donc, en fait, on met les réfugiés dans des écoles où ils apprennent le français, en fait. Donc, très vite, on essaye de les intégrer. Et toute la problématique qu'on a actuellement, c'est que on n'arrive plus à les intégrer parce que pour intégrer quelqu'un, un réfugié, il faut qu'il y ait un travail. Et il n'y a pas de travail actuellement en France puisqu'on a 6 millions de chômeurs. Voilà. Então, no caso da Miriam, ela não é uma refugiada, ela continua na Síria. Agora, a educação dos refugiados na França tinha uma escola, primeiramente, e depois eles eram integrados nas escolas, né, a família era integrada na sociedade. Mas hoje, né, com o problema do desemprego, né, são 6 milhões de desempregados, não tem mais trabalho, então não tem como integrar esse refugiado. En fait, on les a fait venir en France après la parution du livre. Et ils sont venus pendant 10 jours. Et contrairement à tous les autres réfugiés, lorsqu'ils étaient interviewés par des journalistes qui leur demandaient « Mais voilà, vous êtes sortis d'Alep, c'est fantastique, qu'est-ce que vous allez faire en France ?» Et en fait, Myriam a répondu à chaque fois « Mais moi, je ne veux pas vivre en France, je veux revenir dans mon pays. Ma vie, elle est dans mon pays, elle est en Syrie, elle est à Alep. » Et d'un seul coup, ça a jeté un froid. Enfin, personne n'avait entendu ça. Et elle est repartie en fait en Syrie où elle continue à vivre là-bas, on va dire presque bien. Voilà. Então eles realmente vieram 10 dias na França e nas entrevistas perguntaram: e aí, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ficar? Ela foi, né, convidada a ficar e ela não queria ficar. Ela não quer ficar, quis voltar para o país e viver em Alepo. Então, está até hoje em Alepo. Pode falar. Pode falar.
transformer votre vie? En fait, vous choisissez correspondant parce qu'il n'y a personne qui veut le faire, tout simplement. Ça vous permet de voyager et de vivre l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Et je trouvais ça merveilleux de me dire, voilà, demain tu vas te retrouver, j'aurais voulu être, je ne sais pas, pendant la chute de Berlin en 1944 ou pendant la guerre d'Espagne. Et en fait, je me dis, voilà, c'est quand même un métier, tu es au milieu de l'histoire avec ton stylo, ton appareil photo ou ta caméra, et tu vas vivre ce moment. Donc c'est assez naïf, en fait, au départ. Então ele fala assim, no início é bem inocente, porque ele queria viver a história. Então ele fez estudos em ciência política, história, e ele, né, isso mesmo, ele começou a viajar, ele gostava de viajar e ele sempre quis, né, participar estar presente. Ele comentou sobre estar presente na queda do muro de Berlim. Et en fait, ça vous transforme, en effet, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que, mais ça, vous ne le savez pas, en fait, au départ. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, et c'était un peu Tintin. Vous voyez, il y avait un petit côté Tintin reporter. Et en fait, vous ne savez pas qu'il y a un prix assez lourd à payer quand même. Então, ele fez referência ao Tintin, o Repórter, que é uma revista, uma história de quadrinho muito famosa, que ele é um repórter, então é bem a questão aventura, ele começou jovem, então realmente não esperava a realidade. Non, c'est-à-dire que, en fait, vous perdez un peu quand même beaucoup d'innocence, très jeune, et il faut arriver à contrôler tout ce que vous vivez pour pas que ça vous dévore. Voilà. Parce que vous voyez beaucoup de choses et en fait, il faut arriver à le digérer intelligemment et pas que ça vous digère vous. Donc soit vous devenez alcoolique, soit vous... Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités après. Então, você perde a inocência jovem e tem que aprender a controlar justamente para não ser devorado por aquilo. Então, senão você, né, perde o controle e é devorado, pode, né, se tornar alcoólico, alcoólatra, ou, né, várias coisas que podem levar a isso. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépressifs chez les reporters, en fait. É por isso que tem muitos deprimidos nos repórteres. Fiquei pensando ainda na questão desses acampamentos que recebem os refugiados, na questão da educação das crianças, até relacionada à pergunta da colega anterior aqui, sobre a família dessa menina que resolveu voltar, se existe espaço nesses acampamentos para que professores, mesmo refugiados, ensinem as suas próprias línguas e seus próprios conteúdos para que eles tenham condição de voltar para os países mais preparados para essa reconstrução, pensando aí numa questão daqueles que realmente estão nessa situação de estar em outro país por não ter outra opção, mas que assim que tem condição de voltar, eles querem se reestruturar no país. En fait, c'est toute la problématique qu'on a actuellement, c'est que les 3/4 des réfugiés qui sont dans les camps, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça, en fait, les 3/4 n'ont pas envie de revenir. Et c'est toute la problématique des réfugiés actuellement en Europe, c'est-à-dire que vous avez des réfugiés qui veulent rester en Europe. Parce qu'évidemment, la vie est meilleure en Europe qu'en Syrie, en Afghanistan ou au Soudan. Et c'est toute la problématique qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, on ne peut pas les intégrer parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'on ne sait plus comment faire en fait, pour les intégrer. Et surtout, là, il y a une population actuellement européenne qui a été touchée par les attentats terroristes et qui est très fermée maintenant à l'accueil des réfugiés. Donc en effet, ils sont éduqués, on leur donne le nécessaire, mais je pense en effet qu'il faudrait les former pour qu'ils reviennent après dans leur pays, pour développer le pays. Mais ça se fait assez peu, bizarrement.
Então, realmente é uma problemática atual, porque, né, 3/4 dos refugiados não querem voltar, né, para o país de origem, né, mesmo que eles, né, lá eles querem educar, preparar para voltar, a maioria não quer voltar, porque na Europa a vida é melhor, e é realmente o problema que eles estão encontrando. E talvez também, ele comentou que deveria focar mais essa educação para eles poderem reestruturar o próprio país. Eu queria retomar a questão que foi feita anteriormente sobre a influência externa no início do conflito. Externa. Porque ele falou